Connaissez-vous l'agent secret qui devait enquêter sur ses propres actes en tant que justicière? Peu de personnes le savent, mais au début du règne de la Flèche, une autre justicière sévissait dans le plus grand des secrets. Découverte par une agence secrète qui n'a su trouver son identité, l'appelant la tueuse rouge pour son masque et ses ongles de la même couleur, personne n'a jamais réussi à connaître qui se cachait derrière cette barrière. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille aimée, devenue la voix de la justice pour un peuple opprimé. Tout commença à ses 7 ans. Des parents aimants, une famille avec un chien qui se baladait dans leur jardin. Tout était agréable dans les ruelles de la petite commune en périphérie de la ville principale. Un jour, revenant à peine de l'école, la petite, au nom d'emprunt Maki, retrouva sa mère en larmes dans la cuisine. Cette dernière lui apprit qu'elle et son père venaient d'être virés d'une des plus grandes entreprises de la ville. Une usine où ils travaillaient depuis des dizaines d'années. L'explication donnée fut simple et prévisible, délocalisation. La mère et la fille se prirent alors dans les bras, même si la plus jeune ne comprenait pas les enjeux ni le vrai sens des paroles de sa mère et ce que cela allait impliquer. Maki le comprit une semaine plus tard, en voyant ses affaires dans un carton en partance pour la banlieue de la ville. Ses parents souhaitaient se lier avec d'autres adultes pour porter plainte. Je préfère vous le dire tout de suite, ça ne peut fonctionner contre les grands de son monde. Peu après, son père sombra dans l'alcoolisme. Sa mère, forte de courage, se força à trouver du travail pour le reste de sa famille. Quant à Maki, elle découvrit la peur. La peur au ventre d'arpenter la ville. En 1989, un premier rapport de police fit apparaître le nom de famille de son père dans les archives de la police. Jemon Malda, qui est bien sûr un nom d'emprunt, fut impliqué dans un vol à l'étalage. Puis dans un heurt avec un agent de police dont il a insulté toute la lignée et fait des gestes grossiers. L'homme tomba plus profondément dans la délinquance de petite envergure. Pendant que sa femme se tuait petit à petit dans une nouvelle branche de la famille qui les avait d'abord licenciés, elle trouva ses marques dans la fabrication de supports chimiques. Pendant ce temps, Maki découvrit une passion pour la musique et pour la discrétion pour rentrer chez elle sans se faire heurter par les hommes de son quartier. C'est dans cette ambiance pesante que la famille grandit. Quelques années plus tard, la famille put enfin partir en vacances. Des moments que la famille ne voulait manquer pour rien au monde. Un repos bien mérité mais saccagé par des délinquants qui voulurent faire leur loi et attrapèrent la famille en une belle soirée d'hiver. L'homme protégea sa famille mais fut violemment blessé. Le chien fut tué, sa femme et sa fille furent violées devant lui. Laissant des marques indélébiles dans la famille, le père se suicida. Dévastées, les femmes décidèrent de s'inscrire au sport de combat, laissant leurs émotions se battre à leur place. Mère et fille réussirent à trouver leurs violeurs, mais après un rapide jugement, les femmes durent envoyer leur propre sentence. Première condamnation pour Maki, qui n'était pas encore majeure, sa mère prit sa place pour ne pas gâcher sa vie. La jeune fille décida alors d'entamer un premier voyage autour du monde, pour se retrouver. Elle tomba dans un petit village japonais où elle poursuivit son apprentissage des sports de combat. Véritable passion pour elle. À 18 ans, elle découvrit l'existence d'un peuple d'assassins hors pair. Comment ? Un homme en tenue noire voulut tuer le maître de la jeune femme, qui essaya de le défendre. Elle ne réussit pas, finit blessée, mais intrigua l'homme sous la capuche. Elle décida de le suivre et après des jours, elle réussit à découvrir qu'il communiquait avec des oiseaux. D'un autre côté, la jeune fille finit par se retrouver prise au piège dans des violences de gang et dut s'enfuir sans trouver l'identité de l'homme en noir. Déstabilisée, Maki revient auprès de sa mère qui était sortie de prison pour cause médicale. Les substances qu'elle utilisait au travail l'avaient empoisonnée. Hors d'elle, Maki décida que les hautes familles étaient son ennemi. Elle les surveilla sous une capuche rouge et découvrit de nombreux sombres secrets avec une simple surveillance. Maki comprit que les grandes familles se servaient des plus faibles, des habitants n'ayant pas une voix assez forte pour se faire entendre. Elle remarqua notamment un groupe de jeunes femmes qui hurlaient de colère face à un homme manipulateur d'une des grandes familles. Pour le bien qu'a fait sa famille par la suite, je tairai son nom. Maki se prit d'affection pour le groupe de femmes et chercha un moyen de les venger. L'homme qui aimait manipuler ses secrétaires se retrouva sans véhicule et avec de nombreuses fenêtres cassées. D'un autre côté, Maki avait repris ses études. Son double cursus civilisation et territoire lui apprit le fonctionnement de la société. Mais surtout, ça lui permettait d'effectuer des recherches sur l'homme à la capuche, qui continuait de la hanter. La santé de sa mère se détériora de nouveau, et elle décida de partir en voyage avec sa mère, ce voyage qui allait peut-être être leur dernier. Elles partirent en Corée, cherchant des traces de l'homme qu'elle avait vu 3 ans plus tôt. Les deux femmes passèrent de bons moments au sud de la Corée, mais
Un beau matin, lors d'une excursion près de la mer, elles tombèrent dans un petit village écarté du reste de la population. Dans ce petit village, un homme était au centre. Il décidait de tout. Certains enfants étaient maltraités, mal nourris, juste pour que l'homme puisse profiter des produits de son territoire. Maki réussit à le manipuler pour qu'il se fasse arrêter par la police locale, qui n'attendait qu'une chose, des preuves. Ce fut sa première mission secrète. Elle était entrée en pleine nuit dans le domaine de l'homme et avait subtilisé ses cahiers de notes ainsi que des photos pédopornographiques des enfants du village. Une fois cette affaire passée, elle eut le droit à une conversation avec l'un des policiers. Il lui proposa, pour la remercier, de déménager près d'un sanctuaire où sa mère pourrait reposer en paix. Elle accepta sans réfléchir. Toujours curieuse, Maki chercha tous les recoins dans le sanctuaire et finit par tomber sur un groupe de personnes à capuche. Il connaissait l'endroit, mais pas elle. Ce fut donc avec une lame sous la gorge qu'elle rencontra de nouveau les hommes à la capuche. Heureusement, le policier intervient rapidement et elle put rester en vie. En revanche, malgré les contradictions du policier, elle surveillait les assassins. Ils finirent par en avoir marre. L'assassin déclara qu'elle n'avait pas le droit de connaître ses secrets. Même avec ses réticences, elle accepta et entama un combat qu'elle ne gagna pas. Triste et déçue d'elle, Maki se balada dans le village du sanctuaire et aida une enfant qui venait de tomber d'un arbre. La petite dans les bras, elle courut jusqu'au sanctuaire. L'enfant vit, mais Maki fut menacée par son père, un des assassins les plus reconnus de leur groupe. Elle faillit perdre la vie. Le père était convaincu que Maki avait poussé sa fille pour se venger de sa défaite. Heureusement, les villageois prirent position pour soutenir Maki, qu'ils appréciaient un peu plus chaque jour. Une nuit, pour prouver sa valeur, Maki dut tuer. Quelqu'un était entré en effraction dans le sanctuaire et pour protéger la jeune fille qui était toujours blessée due à sa chute à l'arbre, elle n'hésita pas à abattre sa lame. Le sang qui coula sur ses doigts la terrifia, à tel point qu'elle erra de nouveau dans la ville la plus proche. Ce fut cette nuit où ses dernières convictions se figèrent, avant de rejoindre le sanctuaire et décider de rentrer. Sa mère restait dans sa ville natale. Maki reprit ses études et elle commença une nouvelle vie de militaire en parallèle. Au plus profond d'elle, ses convictions étaient inscrites. Malgré cette nouvelle vie, elle chercha des preuves pour toutes les grandes familles. Inventant des personnalités, des profils, des noms, elle intégra suffisamment de familles et de hautes sphères qu'elle devait se maquiller au grand jour. La nuit, elle chassait les malfrats, qu'elle laissait à la police ou les preuves qu'elle finissait par déposer sur les bureaux des magistrats. Après ses études, elle souffla enfin. Voyageant à travers le monde, elle commença à se faire une réputation, mais ce ne fut pas tout. Voulant comprendre le monde, elle reprit de nouveau ses études après son master. Cette fois-ci, elle étudia les risques et la défense. Elle découvrit des massacres et des horreurs qui lui montrèrent ses prochaines destinations de voyage. 2 années passèrent et sa réputation était faite. Les agences commencèrent à la rechercher pour meurtre, mais elle demeurait invisible, prenant le temps de se cacher dans l'ancien sanctuaire ou auprès de son ancien maître au Japon. Elle était au nez et à la barbe des agents, surtout qu'un jour elle reçut une visite. Il s'agissait d'un homme qui se présenta à peine et lui proposa de venir travailler avec lui dans son agence. Elle accepta et c'est ainsi qu'elle entra dans l'agence internationale qui la traquait à travers le monde. Dans son nouveau métier, elle devait analyser les comportements en fonction du passé pour tenter de prévoir une partie du futur. Ainsi, le jour elle devait se traquer et la nuit disparaître de ses radars. Un jour, elle revient dans sa ville natale pour le travail. De nouvelles familles étaient en place, des gangs et des groupes malveillants prenaient sa ville en main. Elle chercha de nouvelles preuves et commença à transmettre les informations secrètes à l'agence où elle travaillait de jour. De la sorte, l'agence ne voulut plus arrêter la femme à la capuche rouge, mais travailler avec elle pour réussir à récupérer le plus d'informations pour arrêter les malfrats de la ville. Une nuit, la famille qui avait fait perdre le travail à ses parents des années plus tôt finit par l'attraper et lui demandait ses tarifs pour qu'elle travaille avec eux. Elle refusa et aurait pu tuer le père de famille, mais elle entendit les cris de son fils et elle décarpit. Au travail, elle tomba amoureuse d'une femme à qui elle finit par expliquer la situation en voyant débarquer les assassins dans son salon. La Ligue avait besoin d'informations de l'agence. Elle les leur donna avec envie. Cette soirée-là, elle passa un accord avec la Ligue. Elle accepta et agit au moindre fait où la justice ne voulait plus se montrer. Elle agit et tua des centaines de personnes, sous sa capuche rouge. Et puis un jour, une femme appela à l'aide. Son fils avait disparu. Elle se retrouva nez à nez avec la femme sur qui elle connaissait tous les plus sombres secrets et décida de retrouver son fils et d'y envoyer l'agence pour le récupérer. Elle l'oublia, mais lui suivrait ses pas sans le savoir. La femme rouge disparut petit à petit pour totalement disparaître lorsqu'une nouvelle capuche arriva dans sa vie. Elle décida qu'il était temps de mettre fin à ses activités pour se concentrer sur sa femme, sa fille et sa mère mourante. Pourtant, chose étonnante, une certaine femme rouge apparut dans les années 2020, en Europe.
pour mettre à mal les personnes dont la justice semblait ne pas s'en préoccuper. Quelques années plus tard, et toujours en Europe, une femme entra dans un café. Il n'était pas très beau, il était assez rustique, mais elle s'y installa face à la patronne et se présenta en disant « Bonjour, je suis Maki Malda et j'ai une histoire à vous raconter ».